Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Est-ce que la planète est déjà perdue ? Perdu, non. Non, là, c'est l'humanité qui est en difficulté. La planète, elle va se restaurer, si vous voulez, quoi que l'on fasse, si vous voulez, mais on crée des situations qui risque de se dégrader, notamment le climat, c'est un vrai problème. Eh oui. On voit se multiplier les manifestations climatiques extrêmes, de plus en plus. Les épisodes Cévenol, regardez ce qui se passe dans l'Aude, ces inondations brutales. On a des coups de vent, on a des tornades qu'on ne connaissait pas. On a déréglé la machine climatique à cause effectivement du réchauffement. Mais est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Les scientifiques du GIEC disent si on ne change pas radicalement, et c'est le mot-clé, notre mode de vie dans les 11 prochaines années, les choses seront irréversibles. Ça ne fait que s'aggraver. Pour comprendre, ce n'est pas un sujet de discussion populaire, le réchauffement climatique. On a perdu beaucoup de temps. Qui croit, toi t'y crois pas, et toi qu'est-ce que t'en penses, vous voyez ? Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Température moyenne. Personne n'est capable de ressentir ce réchauffement moyen d'1 degré en un siècle. Et on commence à le percevoir, y compris dans nos régions tempérées, les canicules, vous le disiez, exactement. Les épisodes Cévenol. Maintenant, ça devient concret, y compris pour nous. Oui. Et y compris pour nous, habitants du Nord, mais c'est cette fièvre chronique. Vous voyez, moi je fais toujours la comparaison, le médecin avec le corps humain, la planète elle a pris 1 degré. Nous, quand on prend 1 degré, on a 38. Pour réchauffer de 1 degré notre masse corporelle, il faut beaucoup de chaleur. La planète, elle en est là aujourd'hui. Effectivement, ce que pointe le GIEC, c'est que si on ne fait rien, on entre dans une température qui va devenir de plus en plus difficile. C'est le cœur du sujet. Oui, est-ce qu'on est capable de porter ces modifications radicales de notre mode de vie ? Et je vous pose la question parce qu'il y a une question qui, à mon sens, est fondamentale. Est-ce que la liberté individuelle est compatible avec la préservation du climat et de la planète ? Alors, si la liberté individuelle, si vous voulez, c'est effectivement de marcher avec des voitures qui émettent beaucoup, qui consomment beaucoup. Si on consomme énormément d'énergie, non, il va falloir être vraiment attentif, quoi. Attendez, mais il va falloir renoncer à une part de notre liberté individuelle ou pas ? Je crois pas. Si vous voulez, la réponse, elle est à la fois comportementale, c'est-à-dire ce qu'on en fait, notre conscience de la situation, et elle est aussi technologique, parce que la technologie évolue. Vous voyez, quand on fait des éoliennes, quand on fait des panneaux solaires qui sont de plus en plus performants, quand on va faire des voitures à hydrogène, vous voyez, les avionneurs aujourd'hui ont compris la sonnette d'alarme, c'est la honte de prendre l'avion. Je peux vous dire que dans les bureaux d'études, ils sont tous en train de travailler pour arriver à faire des moteurs qui vont consommer la moitié. C'est un discours. C'est une incitation, si vous voulez, à trouver des solutions. Mais c'est un discours qui ne porte plus auprès de toute une frange de la famille politique écologiste qui s'est radicalisée aujourd'hui et qui dit c'est pas vrai. C'est pas la technologie qui nous a justement poussé sur ce terrain glissant et l'impact climatique. Et c'est cette même technologie qui va nous en sauver. Non, mais il n'y croit plus. Non, mais il faut mettre le doigt quand on parle de technologie. Si vous parlez du scanner, c'est quelque chose qui est des progrès. Vous voyez, je veux dire, de pouvoir communiquer, d'avoir des mails, pouvoir communiquer entre nous, c'est du progrès. Ça consomme aussi de l'énergie. Vous voyez, il faut faire attention. Le problème, c'est le charbon. Il est là, c'est ça le problème, c'est le charbon. Le charbon émet le double, par exemple, de gaz carbonique à la même production d'énergie que le gaz. L'Allemagne, je vous donne un exemple, l'Allemagne, elle a décidé d'arrêter ses centrales nucléaires. Donc elle s'est mise au charbon, et à l'heure actuelle, elle est en train d'installer, elle va passer au gaz, elle est en train d'installer un gazoduc qui va passer sur la mer Baltique. Il se trouve que Gerhard Schröder, qui était aux manettes avant, si vous voulez, il est au conseil d'administration de Gazprom, et donc ils sont en train de s'installer une arrivée du gaz, ils vont arrêter le charbon. Mais la Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon, 80% de l'énergie consommée à la surface de la planète, c'est du fossile. Je vous pose une question que beaucoup de nos auditeurs se posent parce qu'ils ont du bon sens. L'urgence, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Le charbon, par exemple, mais pas seulement. Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait le nucléaire ? Pourquoi ? Non. Non. Vous considérez que l'idée qui consiste à dire, qui est dans tous les programmes politiques, jusqu'à présent, celui de M. Hollande, celui de M. Macron, qui consiste à dire qu'il faut réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, c'est une idée idiote, au fond, si je vous écoute bien. Si vous voulez réduire, c'est quand même donner l'espace au développement des énergies renouvelables, et ça, c'est bien. Elle est gratos. C'est gratos, il y a du vent et du soleil, mais on ne peut pas compter comme ça. Je vous donne un exemple. Pour faire tourner le métro et le RER à Paris, il faudrait 400 éoliennes de 2 mégas. C'est celles qu'on a dans nos campagnes. 400. Et qui est entre 15 et 20 km devant. Donc c'est sans commune mesure. Je vous fais le truc. Vous êtes dans le métro, mesdames et messieurs, le vent vient de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, on doit remplacer cette panne de vent ou de soleil,
On stocke, on sait stocker, mais ça a des limites. Donc vous dites qu'il ne faut Par une certainement énergie- pas abandonner le nucléaire. Non, E égale MC2. Moi, je ne parle que de ça tout le temps. Emmanuel Macron, il a eu ce slogan « Make our planet great again », mais les associations écologiques, les partis écologistes lui disent « Vous n'en faites pas assez, c'est de la com ». Est-ce que vous considérez que le président de la République, aujourd'hui en France, en fait assez, a une politique écologique suffisamment ambitieuse? Oui, moi je connais ces deux secrétaires d'État qui sont à l'œuvre et maintenant, je peux vous dire qu'ils Emmanuel Vargon, Brune Poirson, et vous voulez Brune dire? Poirson, Oui. je veux dire qu'ils se retroussent les manches. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils touchent le dur. Je donne un exemple. Il faut arrêter le charbon, on vient de le dire. Bon, Ça, la France l'a fait, ça y est. Non, Ça a annoncé. On a- Emmanuel Macron a annoncé, terminé. oui, on a Ouais. 4 centrales encore qui marchent au charbon, Oui, mais- dont une à Gardanne. Bien, on va arrêter. Tout le monde est d'accord pour arrêter parce que c'est bon pour le climat. Vous avez 1400 personnes là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le politique doit agir. Vous voyez la difficulté. Donc on est toujours dans cette difficulté. Un autre exemple, il faut mettre des éoliennes, faudrait mettre des éoliennes en mer, offshore, loin. Il y a toujours du vent, ça marche. Il y a des recours en permanence. Mhm. On n'a pas... les citoyens sont très limités sur l'acceptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. L'acceptabilité pour eux-mêmes. On a voulu augmenter le prix de l'essence de 7 centimes, Oui. on a eu 6 mois Et d'émeute. quand on parle des 6 nucléaires... 6 mois d'émeute, 7 centimes. Est-ce qu'il aurait fallu tenir bon là-dessus? Est-ce qu'il faut augmenter le prix de l'essence si on veut préserver le climat? Mais augmenter le prix de l'essence, si vous voulez, c'est faire une taxe carbone. Il est évident que l'énergie fossile, ce que l'on achète, si vous voulez, ça coûte extrêmement cher à la nation. On n'a pas de ressources, comme on disait, on a des idées. Nous sommes Et pour dépendants. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le nucléaire, Ouais. les centrales que nous avons aujourd'hui, c'est la génération 2. Elles ont été conçues, je ne dis pas, il y a 50, 60 ans, du temps où les moteurs de nos voitures consommaient 25 litres au 100. Il y a eu, la génération actuelle, c'est l'EPR, génération 3. Ouais. C'est un fiasco Quel indu- fiasco? C'est un fiasco industriel. C'est pas un fiasco technologique autant au sens du fonctionnement et de la conception. Mais la Ils se sont réalisation... plantés dans la réalisation. Oui, il y a un gap énorme entre ce que l'on savait faire avant et là. Et puis la génération 4, et j'insiste là-dessus, je ne suis pas forcément un pro-nucléaire acharné, mais je suis un pro-énergie décarbonée. Et on va le trouver dans, je répète, E égale MC2, c'est Einstein, si vous voulez. Alors, Il y a Jean-Louis une Etienne, concentration énergétique qui est nulle part ailleurs. on va manquer de temps et je veux que nous puissions parler aussi de votre actualité. Vous avez ce livre qui sort aux arbres citoyens, où vous dites que l'avenir de l'homme, c'est l'arbre. Bon, vous nous en direz un mot. Et puis cette expédition, une nouvelle expédition, vous voulez partir dans l'océan austral. Oui, Mais l'océan austral. Pas sur n'importe quel bateau, si j'ai bien non. compris. L'océan austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. Ça, c'est le continent du pôle sud. Donc, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc, parce que le CO2 dont on parle depuis tout à l'heure, qui est responsable du réchauffement climatique, se dissout dans les eaux froides. Donc, cet immense océan qui fait 22 000 km de circonférence, c'est géant. C'est le principal puits de carbone océanique dont on ne connaît pas la performance. Donc, on va s'installer sur cet océan avec un navire très confortable. C'est un tube qui descend à 80 mètres sous l'eau. Donc, il est pris dans des eaux stables et on habite au-dessus des vagues. La coque descend à 80 mètres. La coque descend à 80 ça. mètres. C'est un tuyau, c'est un ensemble Et de ça tubes. permet de rester stable alors qu'il y a beaucoup de vent dans l'océan austral. Exactement. Et donc, on va mesurer ça. Et deuxièmement, donc, l'absorption du CO2. Et deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. On va faire un inventaire de la faune par acoustique. On va mettre des micros sous l'eau et on va écouter en permanence. Pendant 2 ans ou 4 saisons, on va étudier ces échanges entre l'atmosphère et l'océan et l'inventaire de la faune. 2023, cette expédition? 2023, oui. 12 Jean-Louis, pays, 43 institutions, c'est une cathédrale. Nous serons là, vous nous emmenez, vous nous emmènerez. Oui, On sera avec vous. On sera avec vous dans cette nouvelle expédition. Et je cite à nouveau votre livre, Aux arbres citoyens de Jean-Louis Etienne. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci.